Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tells me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tells me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years.
Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A thousand years after 7 years. Away we go from now, can you tell? I'd like to see the end of dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Salut, c'est la revue de presse du monde moderne, vous savez, c'est à 9h ou presque tous les matins, ou presque. Et quand même, quel pays formidable que la France. Non seulement on a un président qui fait un tour d'Europe, enfin d'abord à Moscou, ensuite à Kiev, et puis après à Berlin pour revenir à Belfort, pour essayer d'éviter la guerre en Ukraine. Il est génial ce président, vous avez vu les images avec la grande table, avec Vladimir Poutine. Elle a été détournée de toutes les façons. Il faut savoir que tous les chefs d'État sont reçus sur cette grande table. Vladimir fait très attention aux gestes barrières. Et puis on a aussi une chance phénoménale dans ce pays qu'est la France, c'est d'avoir un ministre de la Justice qui aime les belles choses. Non seulement il est pote avec Gérard Darmon, mais en plus il adore les voitures de course, les Maserati en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est beau, un ministre de la Justice capitaliste, un mec qui aime la thune comme on en connaît peu. Éric Dupond-Moretti, pris la main dans le sac par l'homme qui tremble avec sa petite moustache, oui, Edoui Plenel de Mediapart, qui a sorti l'affaire. Qu'est-ce que vous voulez? On est payé par un mec pris dans une chaîne de Ponzi qui te fait un virement via un paradis fiscal, t'achètes ta bagnole en cash à Monaco. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. C'est la vie qu'il a choisi de mener. Et qui êtes-vous pour juger après tout? S'il aime l'argent. J'espère que vous allez bien, c'est la revue de presse du monde moderne. Merci à vous d'être chaque matin plus nombreux pour ce petit moment de bonheur, de bienveillance, de célébration du génie humain aussi, quelque chose qui fait qu'on se retrouve tous les matins et on n'est pas seul. Merci bien sûr de partager le lien de cette revue de presse, je sais que vous le faites chaque matin sur vos réseaux sociaux le plus largement possible, de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch et partout ailleurs sur les réseaux du monde moderne, c'est important, l'audience, vous savez, c'est ce qui fait qu'on peut vendre des livres, c'est ce qui fait que les idées par exemple de Vincent Bolloré, deviennent mainstream, c'est ce qui fait que Éric Zemmour va peut-être être président de la République du Zemmouristan après le Macronistan, pourquoi pas. Bon, ce que j'aime, franchement, ici tous les matins, c'est qu'on prend le temps, vous voyez, on prend le temps de respirer, on prend le temps de s'amuser, on prend le temps de pleurer aussi parfois, parce que c'est à pleurer ce qui se passe. Carrefour, par exemple, a fait des caisses spéciales pour prendre le temps, des caisses blabla. C'est nouveau, on va en parler dans la revue de presse. On va parler aussi, bien sûr, de Joe Biden, de l'Ukraine, du gaz, puisque tout est une question de gaz, et pas les proutes de Joe Biden, du vrai gaz liquéfié américain, celui qui coûte cher, qui veulent nous vendre absolument à l'Europe pour faire une récession. Pourquoi pas, c'est une bonne stratégie après tout. On va parler des JO de Pékin, de comment vivre en Chine fait chier à peu près tous les expats, et puis on va parler de quoi d'autre? De Dupond-Moretti, bien sûr, et de vous. De nous, on va peut-être parler comme ça, comme d'un miroir, de qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est au XXIe siècle, alors que certains voudraient implanter des puces dans le cerveau de ces moutons humains, d'autres réfléchissent à comment vivre bien, avec le cognac de 14 heures, avec des petits fromages, pas pour être président de la République, parce qu'un fromage par jour c'est trop, mais quand même, ou un gruyère, une Suisse un peu molle, Nathalie Loiseau, ah là 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 là. On ne reviendra pas avec elle. Alors, j'ai l'entretien de Darmanin avec Apolline, j'ai pas vu, c'était ce matin, c'était quand? Il se passe trop de trucs. J'ai pas vu un quart de ce que je devais voir, ouais.
Je ne sais pas si Brigitte était du voyage, en tout cas, on ne l'a pas vue sortir de l'avion. Hein. Peut-être qu'elle est passée sur une clinique ukrainienne, je ne sais pas. Ouais, la zone du dehors, absolument. Allez, on commence avec, peut-être, vous l'avez vu, ce détournement de la grande table Macron-Poutine. Je pense que c'est le meilleur. Il est fait par Tarquin Helmet sur Twitter. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ce sont des grands enfants, avec des armes nucléaires. C'est mignon. Et voilà, merci Tarka Helmet pour ce petit moment de bonheur. Hein. Allez, et puis on commence la revue de presse avec le canard à nanar. Vous l'aviez pas vu? Bah voilà, la petite balançoire des deux, c'est Tarquin Helmet. Suivez-le sur Twitter. Détournement plutôt pas mal. On va commencer. Non, ça c'est ça. Voilà, avec le canard à nanar, hein, le JDD aujourd'hui, le Parisien aujourd'hui en France, pardon. Anne Hidalgo va-t-elle tenir? Mais quoi exactement? Va-t-elle aller au bout? Mais de où exactement? Alors, bon, OPS, hein, c'est alerte rouge. C'est que bon, ils savent que c'est un sous-marin qui va toucher le fond là. 2%, ils sont même pas sûrs d'être remboursés. Ce serait la fin du Parti socialiste. Donc bon, Bernard Cazeneuve, Martine Aubry, ils essayent tous de sauver le soldat Hidalgo, mais ça marche pas. Alors ils se demandent pourquoi. Mais pourquoi ça marche pas? Alors j'ai envie de leur dire, écoutez le PS, c'est simple. Vous aviez tout. Vous aviez le Sénat, vous aviez des députés, vous aviez un président, vous aviez des frondeurs. Bon, c'était la synthèse, hein, voilà le truc. Et puis vous avez menti. Hein, le côté mon ennemi c'est la finance et puis faire une politique de droite après en se foutant de la gueule descendant. Comment vous dire que les gens aiment pas ça en fait? Que vous êtes bien foutu de la gueule du monde. Et puis Manuel Valls, Premier ministre. Non, jamais tu fais ça. Jamais tu mets Manuel Valls Premier ministre. Sauf si tu veux vraiment, t'as perdu au poker, t'étais bourré, il était 5h du mat, tu dis, t'as un gage, tu mets Manuel Valls Premier ministre. D'accord. Mais c'est pas un cadeau que vous me faites. Non, c'est un cadeau qu'on fait à la France. Alors après ça, le PS, bah ouais, forcément, hein, plus personne veut vous voir, c'est compliqué. Je sais, mais il faut l'admettre, hein, les mecs. Alors vous avez, dans le JDD... ils sont très conscients de leur pouvoir de nuisance. Hein. Il n'y a aucune candidature à gauche qui s'impose. Quelle serait la rationalité pour Anne Hidalgo de se retirer? Bruno Cotresse, centre de recherche politique de Sciences Po. Dis donc Bruno, il y a un candidat qui s'impose hein, quand même, qui est à 10, autour de 10 dans les sondages, hein, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Alors ouais, je sais, personne ne l'aime au PS, hein, mais lui, il la rend bien. Il aime personne au PS non plus. Donc bon, à partir de là, je pense que bon, on peut dire quand même, c'est quand même, faut pas mentir, faut pas dire n'importe quoi. Anne Hidalgo, elle sert plus à rien dans cette campagne. À part essayer de sauver le PS, mais même ça, c'est gênant. Donc, il vaut mieux arrêter. Puis regardez, Chantal Goya. Bonjour. Alors, non, mais moi, je veux faire une candidature écologique et social-démocrate. C'est important. Le pacte du mieux vivre, c'est vraiment important. Et si Christiane m'écoute, il est temps de revenir là où la famille socialiste s'est toujours entendue, autour d'une bonne table. Non, ça va être très, très dur. Hein. Ça va être très très dur. Je vais vous lire le désabus des militants PS. Il y en a encore, hein. Mais bon, ils savent très bien que c'est foutu, quoi. Alors, François Hollande va parler. La grande déprime des militants. À 2 mois du premier tour, Julie, militante socialiste de Montreuil, Seine-Saint-Denis, n'a pas encore vu la couleur d'un tract Hidalgo. C'est compliqué de faire campagne sans tract. On a une réunion entre adhérents ce soir, on va commencer à faire campagne, mais à petite dose. Soupire cette cadra volubile, encartée depuis 2007. Comment voulez-vous qu'on se motive avec une candidate aussi faible dans les sondages? Pour nous, la présidentielle, c'est déjà mort. Ces derniers jours, c'est peu dire que le moral est au plus bas dans les rangs clairsemés du Parti socialiste. La campagne cauchemardesque d'Anne Hidalgo, qui plafonne désormais à 3% d'intention de vote, les luttes intestines au sein de l'appareil, l'irruption de Christiane Taubira n'incite guère à l'enthousiasme. Dans les Hauts-de-France, Michel, 71 ans, secrétaire d'une section PS de 18 adhérents, pas mal, n'a même pas prévu de voter Hidalgo. Bah Michel, qu'est-ce qu'il y a un petit coup de mou? Le prénom a été changé, pas par moi, par le Parisien aujourd'hui en France. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Non, il va plutôt voter Taubira, Roussel, hein, ou Blanc. Voilà.
Bon, les mecs, ce qui est beau avec les électeurs du Parti Socialiste, c'est qu'ils peuvent voter Zemmour éventuellement, hein. Ils sont prêts à tout. Hein, ils ont voté Macron, ils sont prêts à le refaire. Il y en a qui peuvent voter Taubira, d'autres Roussel. En fait, c'est pas trop. C'est un peu comme les abstentionnistes. Tu sais pas trop pour qui ils vont voter. C'est étonnant, hein. C'est un fan de Montebourg, hein, Michel. À l'entendre, les camarades ne sont guère plus fixés. Les militants sont paumés, démobilisés. Certains n'iront même pas voter. Vous voyez, c'est un peu des abstentionnistes, les électeurs PS. Cela tient d'abord au profil d'Hidalgo. Je n'ai rien contre elle, mais ce n'est pas la bonne candidate. Elle incarne une gauche urbaine et bobo qui ne s'adresse pas au territoire. Et oui, Roussel sait davantage parler aux classes populaires. Alors, ce qu'il faut savoir sur la candidature de Roussel, c'est quand tu regardes en fait en termes d'adhésion, c'est davantage les classes supérieures qui aiment bien Roussel. Les ouvriers restent quand même majoritairement côté Front National. Ouais, le mal est fait depuis longtemps, quoi. Donc, non, le côté Roussel, classe populaire, non. Ça, c'est dans la tête des bourgeois qui aiment bien leurs petits communistes de salon, quoi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Je vous cache pas que le théâtre de Guignol, au bout d'un moment, tu t'y perds, hein. Les électeurs PS sont complètement perdus. Il reste que les actions de terrain s'annoncent laborieuses pour les militants. On va pas se mentir, hein, c'est plus difficile de faire campagne quand on est à 3 que quand on est à 18%. Reconnaît Tristan Fauveau, premier secrétaire fédéral du Finistère. Oh, quand je dis que je suis militant de PS, les gens rigolent. On passe pour des revenants, raconte Julie sous le couvert de l'anonymat. Un patron de la fédération préfère voir le verre à moitié plein. Au départ, sur les marchés, il pouvait y avoir du rejet. Aujourd'hui, c'est de l'indifférence. Les gens ne s'arrêtent pas pour discuter, mais nous souhaitent bon courage. Sa recette pour tenir, on met des œillères. On regarde pas les sondages. Waouh, putain, les gars, il faut avoir le cœur bien accroché pour être militant PS, hein. C'est le parti de la déprime, quoi. Et pourtant, hein, Anne Hidalgo le dit, c'est un grand mouvement européen de la gauche social-démocrate qu'elle représente. Le succès de l'Espagne, par exemple, enfin, il y a eu, voilà. Elle dit, moi, j'incarne cette gauche de responsabilité, cette gauche de gouvernement qui se frotte au réel pour le changer. Mais là, c'est tellement la loose, c'est tellement la tristesse. J'ai envie de dire, c'est beau, hein, après, tu vois, tu te dis, les militants qui tiennent dans ces moments-là, tu sais que c'est des vrais. Mais je sais pas si à 200, tu fais un parti, quoi. C'est pas beaucoup, 200. Hein. Donc, je sais pas comment ils vont faire. Ouais, c'est ça, le PC qui tient grâce aux élus locaux. Mais non, le PS existe parce qu'il y a de nombreux élus locaux, hein, dans les régions, les départements, les villes, quelques députés encore, des sénateurs. Donc c'est un parti qui existe par ceux qui sont élus. Mais un parti, ça existe par les idées qu'il défend aussi, par les militants. Le problème, c'est que Macron a tout siphonné. Et voilà. Et je pense que ouais, il y a beaucoup de Prozac, hein. C'est le parti du Prozac. Je sais pas, ils ont peut-être des partenariats. Qui fait le Prozac? C'est pas Pfizer, rassurez-moi. Qui fait le Prozac? Qui? Vous savez pas? Moi non plus. Ouais, Montebourg a eu cette classe de dire bon non, c'est trop chiant finalement. Hop, j'arrête, hein. Mais elle peut pas arrêter. Montebourg, il pouvait s'arrêter. Il n'avait pas de parti, il n'avait pas de financement, il n'avait rien. Donc il n'avait pas commencé en fait. Donc c'était facile de s'arrêter. Elle peut pas. Le parti derrière essaye de tout faire pour que ça continue, mais elle peut pas s'en aller, quoi. Euh, ouais. Ouais, bah, t'as Delga aussi, ouais. Ouais. Ah, c'est triste, hein. C'est la fin d'un parti. Voilà, ça c'est la petite photo que vous avez tous vue. Donc notre président était reçu à Moscou. Alors il n'a pas été super reçu, hein. Je pense qu'il a un peu tiré la gueule. Vladimir n'est pas allé l'accueillir à l'aéroport. Il est descendu de l'avion à pied, il est passé par le terminal, il est rentré par une petite porte du Kremlin. Après, il y a eu cette grande table où ils ont dîné en tête-à-tête avec un plateau repas. Ça a duré longtemps. Ils ont parlé très longtemps pour qu'à la fin, ils disent bon, on désescalade, hein. Mais si jamais vous me foutez l'Ukraine dans l'OTAN, je vous fais la guerre. Voilà. Bon, ça a fini un peu comme ça. Donc aujourd'hui, Macron va voir l'acteur Volodymyr Zelensky, qui est président de l'Ukraine. Demain, il va voir Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand qui allait prendre ses ordres à Washington lundi. Bon, vous verrez que l'idée derrière la guerre ukrainienne, c'est la vente, hein, du gaz liquéfié américain sur le territoire européen. Et rien d'autre. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, non, mais il t'enrobe ça attention, les Russes, attention, la démocratie, nanana, mais
Non, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Donc ouais, grand meeting. Alors il avait emmené quelques journalistes sélectionnés dans son avion présidentiel, Choupinet. Et donc pour faire sa pub, pour dire quel président formidable, mais quel faiseur de paix, mais quelle stature internationale, mais qu'est-ce que c'est machin, mais c'est formidable. Puis il a passé tout le repas comme ça. Tu dirais Jean Dujardin qui fait mal au SS, quoi. C'est notre président, quoi. Vladimir, tu as raison, je suis très content, très honoré d'ailleurs de pouvoir discuter ici à cette table. D'ailleurs, quelle chance nous avons de pouvoir nous rencontrer ici dans ton beau palais. Bon bref, non mais c'était pas mal. Et quelques journalistes, alors je sais pas lesquels, mais bon, du coup, qui sont là, qui vont faire des grandes tartines, genre j'étais dans l'avion de la paix avec le président Emmanuel Macron. Je pense qu'on va avoir un beau reportage Paris Match. Je pense que ouais, jeudi Paris Match, ça va être comme ça. C'est Antoine qui s'y collera jeudi. Il revient à la revue de presse, je veux dire. Et puis le JDD aussi devrait nous faire un truc géographique. Mais quel président phénoménal, mais quelle force. Voilà. Non. Jaloux. Ah, ils sont plusieurs sur le Prozac, d'accord. Eh bien, les gars, objectif d'abonnement atteint. On est 400 abonnés à cette chaîne. Formidable. Je vous remercie. Merci à Raix qui a pris un abonnement pour 1 mois et à tous les autres qui êtes abonnés depuis plusieurs mois, les nouveaux, les anciens. Merci, c'est la classe. Je trouve que c'est la classe. Vous êtes la meilleure commu de Twitch. Franchement, je vous le dis tous les matins, mais c'est vrai. Prozac, c'est Eli Lili. D'accord, c'est bien. Bon, Prozac Café. Je vous parlais tout à l'heure de prendre son temps, ce qu'on fait ici, cette revue de presse. D'ailleurs, je m'excuse, les élastiques agibles ne sont pas encore arrivés, j'ai pris mon temps aussi. Prendre son temps d'aller chez le coiffeur aussi. Et là, c'est Carrefour qui ouvre des caisses pour blablater sans stress. C'est des caisses où les clients vont pouvoir s'arrêter, parler en disant ah Macron quand même, hein, quel salopard quand même, hein, il m'a sucré encore les APL et tout. On parle pas de politique ici, monsieur, on blablate. Ah oui, je suis bête. Vous êtes trop politisé pour passer à cette caisse, monsieur. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand même, hein, 3 jours de pluie sans s'arrêter. Fou là 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 là. Hein, j'espère qu'on va voir le printemps quand même. Voilà, c'est mieux. Allez, bon, prends tes merguez et casse-toi maintenant. Merci. Voilà, donc ça blablate bien. Se faire des couettes, non, ouais. Coucou Maggie. Voilà, elle est la star de cette revue de presse. Hein. C'est mon chat Maggie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Un petit mot pour réenchanter le réel. Pour la magie. Hein. Maggie, c'est la magie. Hein. Alors, oui, tu es belle. Oui. Donc il y a cette petite caisse pour blablater chez Carrefour quand même, et tu te dis ah mais c'est sympa, mais oui, mais on revient aux fondamentaux et tout, mais faut pas oublier que Carrefour c'est aussi ça. Hein. Elle a une enseigne de grande distribution condamnée à 50 000 € pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Après le suicide d'une salariée à Thiers en 2017, le manager de caisse a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral et homicide involontaire. La société de la maltraitance, ça commence très bas, partout, dans tous les petits métiers, dès qu'il y a un petit chef de merde. Alors si jamais vous avez un petit chef, bon, ce que vous faites, vous obéissez pas, vous vous mettez à plusieurs et vous dites je vais te faire ta gueule, toi. Hein. De manière assez, vous le recadrez de manière assez violente. Et si jamais il vous met un procès au prud'homme en disant j'ai été menacé sur mon lieu de travail, vous déballez tout. Les petits chefs, faut s'en débarrasser. C'est eux qui font tenir tout le merdier en fait. Il n'y aurait pas de petits chefs de merde, ça irait très bien en fait. On serait beaucoup de faux travailleurs comme en URSS à la fin. Les mecs faisaient semblant, ils remplissaient des fausses cases, des objectifs et puis bon, après, c'est vrai, ils ont un peu fait de Tchernobyl. Mais c'est pas de leur faute, hein, ils bossaient bien à Tchernobyl. C'est ceux qui bossaient bien, justement, qu'on fait un peu le merdier. Mais si vous avez un petit chef, mettez-vous à plusieurs, faites-le sauter. C'est tout. Et n'ayez pas peur des représailles. N'ayez pas peur des représailles. C'est vous les plus forts.
Et vous pouvez aussi vous syndiquer. Il y a certains syndicats qui font leur taf au niveau local. Au niveau national, c'est autre chose. Mais les syndicats, c'est quand même utile. Faut arrêter de dire les syndicats, ça sert à rien. Si, il y a certaines situations qui seraient vraiment, vraiment vénéneuses sans les syndicats. Ça dépend lesquels, évidemment. Le mien fait en sorte de faire les réunions de service quand je suis absente. Et ils sont bons en plus, ils sont tellement cons. Tu les vois venir à des kilomètres, tu dis mais c'est... Ah oui, et brûlez vos passes si vous en avez. Tiens, à propos de brûler son passe, on va parler de pourquoi faut-il brûler son passe sanitaire. Euh, Ça c'est pas là. Alors déjà parce que brûlez-le pas avec l'essence parce que c'est un produit de luxe. Ça c'est l'évolution du prix à la pompe de l'essence. En vert le super et en jaune le gazole. Vous voyez en 2018 il était beaucoup moins haut. Là on va frôler les 2 euros le litre. Voilà. À part ça tout va bien. Le déficit commercial est à 86 milliards d'euros à peu près. Il a triplé depuis 2016. Donc c'est un bilan génial. Pour ce qui est de brûler le pass sanitaire, c'est LCI qui nous dit pourquoi il faut brûler le pass sanitaire. Regardez, c'était les chiffres sur LCI. Voilà. Le risque de décès hospitalier chez les personnes non vaccinées, si tu as 80 ans et plus, c'est 5% avec Omicron. Si tu as 60 ans et plus, enfin 60-79 ans, c'est 0,8%. Et si tu as moins de 60 ans, c'est 0%. Et pour ce qui est du risque de décès hospitalier chez les personnes complètement vaccinées, alors, ça ne change pas. Si tu as moins de 60 ans, tu ne meurs pas d'Omicron. Si tu as 60, tu passes à 0,1% et 0,75% si tu as 80 ans et plus. Donc là, je pense qu'on peut arrêter les conneries. Honnêtement. Si ça, c'est pas n'importe quoi, de vouloir vacciner des gosses avec un truc dont, voilà, bref, vous savez ma position là-dessus, et en plus, emmerder des Français non vaccinés qui risquent rien. C'est dingue. C'est LCI, Après, peut-être qu'ils vont être accusés de complotisme, je ne sais pas. Mais globalement, c'est quand même... quand t'entends Delfrécy, ou je sais plus quel, ou Fischer, qui racontait « Mais non, mais on ne sait pas quels sont les publics. » Non, c'est pire, c'est Salomon. Salomon, lui, qui a disparu, mais qui revient quand même devant les commissions d'enquête de temps en temps, qui non, mais il n'y a pas de profil particulier des gens qui décèdent du Covid. Faudrait que de temps en temps, en plus, on lui demande pas d'aller chercher les informations sur The Lancet ou quoi, tu vois. Il allume la télé et il regarde LCI. Tac. Et là, il saura que, globalement, c'est quand même à 80 ans et plus que c'est dangereux le Covid. Très. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Puis si vous regardez les courbes aussi d'entrée aux urgences avant, après Covid, avec ou sans vaccination, le Covid, ça reste quand même très peu comparé au pic d'entrée saisonnier et autres. Donc je ne comprends pas qu'on continue encore avec ces conneries. Alors, je veux bien qu'on ait des Young Leaders, des Justin Trudeau de ce monde et tout, mais à un moment, ça suffit, quoi. D'ailleurs, les truckers américains, apparemment... pas américains, excusez-moi, canadiens, n'ont plus le droit de klaxonner. Alors, pour eux, on va... Oui, c'est illégal de klaxonner à Ottawa, puisque l'état d'urgence est déclaré. Ils ont saisi la cagnotte qui avait été faite. Ils ont saisi l'essence également. Il y a des convois qui se sont lancés hier, aujourd'hui, pour aller à Bruxelles et à Paris. Apparemment, ça y est. Alors, c'est des convois de relais. Tu peux y aller, repartir. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas comment on les géolocalise. Mais toujours est-il que ça bloque sévère. Alors, certains disent « Ouais, mais tout ça, c'est l'opposition contrôlée. Parce que s'ils mettent des truckers, ils sont payés. Derrière, ils vont mettre l'état d'urgence. Après, ils vont nous faire la loi martiale. Et du coup, on sera dans le gouvernement mondial de Panem. » Pas forcément. Je pense que les truckers, ils le font parce qu'ils veulent bosser et qu'ils ne peuvent pas passer la frontière au niveau États-Unis et Canada. Mais on sent bien quand même que, globalement,
les dirigeants et les peuples, hein, ça fait deux. Hein. C'est compliqué. Hein. Et ça depuis 2018, hein, avant le Covid. Hein. Il y a eu les Gilets jaunes, mais il y avait une vingtaine de pays dans le monde qui étaient au bord d'une révolution populaire. Il y a eu le Liban, il y a eu le Chili, il y a eu plein de... Et puis on n'en parle plus. On parle que du Covid. Bon, alors Alors après, opposition. Est-ce que c'est McKinsey qui s'est dit tiens, si on envoyait des gros truckers pour faire chier Justin Trudeau? Mais je vous paye quand même bien pour faire ce rapport là, qui est quand même étonnant. Vous me dites qu'il faut que je vous paye des truckers qui viennent m'emmerder sous mes fenêtres pour qu'ensuite je puisse l'armer dans les rues? C'est compliqué. Ça coûte billard à 3 bandes. Hein. Vous êtes bien trop intelligent, c'est pas pour ça que je vous paye. Non, je sais pas. Je pense que ça sent le pâté. Ouais. Cette période, de toute façon, est hideuse. Elle est d'une bêtise sans nom, elle est d'une violence sans nom, elle est d'un anti-humanisme croissant. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire à part essayer d'en rire? C'est compliqué. Salut à ceux qui sont réveillés, ceux qui peuvent regarder cette revue de presse. Salut. Et puis, aïe, Patrick est de retour derrière les barreaux et c'est cruel. Parce qu'au lieu d'aller à la santé pour occuper la cellule de Claude Guéant qui sort demain, ils auraient pu se faire une petite passation, tu vois, genre ouais, j'ai mis des petites fleurs, j'ai décoré, t'as de la place. Parce qu'il est dans le carré VIP quand même, hein, c'est pas non plus un détenu comme les autres. Non, ils l'ont mis à Fleury-Mérogis. Ce qui est une double punition. Ils ont dit, mais pourquoi le mettre si loin de sa famille? Bon, quand tu sais comment sont traités les détenus... Alors, il y a l'Observatoire des prisons qui a dit, mais c'est pas mal. On va peut-être enfin s'intéresser aux conditions de vie des détenus dans ce pays. Parce qu'on parle tout le temps, il n'y a pas assez de place en prison, les prisons. Et puis, ouais, on se radicalise en prison. Mais il faut voir comment on est traité en prison. En France, le rapport de l'Observatoire des prisons, chaque année, c'est une catastrophe. Entre la surpopulation, l'état des locaux, enfin tout, le burn-out des gardiens, enfin c'est encore un haut lieu de la maltraitance. Alors après, évidemment, en prison, on a des gens qui ont fait des choses mal, mais pourquoi vouloir construire plus parce qu'il n'y a pas assez de place? Ok, mais enfin toute la question de la prison, c'est une question compliquée. Pourquoi pas remettre le bagne, hein? C'était là, au moins, les choses étaient claires. Les galères, hein, voilà, hop. Ça, c'est écolo en plus. Tu vas ramer pendant 5 ans. Ah bah oui, on n'a plus de diesel, donc tu vas ramer. On pourrait. Sainte-Hélène, enfin bref. Donc Patoche va à Fleury, il est très triste parce qu'il dit c'est dégueulasse, c'est une double punition. Mais en fait, ils l'ont mis à Fleury pour lui faire une fleur, entre guillemets. Non, parce qu'en fait, il y a un quartier femme à Fleury-Mérogis qui aurait permis de mettre Isabelle avec lui. Enfin, pour le parloir, c'était plus pratique. Du coup, ils se rapprochaient, tu vois. C'était plutôt sympa, en fait, de les mettre dans la même prison. Mais comme Isabelle a fait une tentative de suicide, alors, remise en cause par le juge, hein, qui pense que c'est une mise en scène de tentative de suicide. Bon, toujours est-il qu'elle n'est pas en prison. Elle n'est pas encore à Fleury. Et si jamais elle y va, elle risque d'y aller plus longtemps, parce qu'elle n'a pas encore fait un peu de préventive. Contrairement à Patrick. Enfin bref, c'est compliqué. Hein. Ils n'ont pas eu le temps de partir au Mexique. Et ils se sont fait choper, pensant qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec leur bracelet électronique. Quoi. C'est malheureux. Et Claude Guéant, 77 ans, qui sort demain. Ouais. Oui, oh, du chantage, vous savez, c'est triste. Hein. Leur dette était à hauteur de 12 millions d'euros, apparemment. Je sais pas ce qu'ils ont fait de la thune. Mais bien sûr, t'as un quartier VIP, t'es pas... La prison, c'est pas pour les riches. Il faut pas déconner. Oh. D'ailleurs, on voit bien que ça leur fout les boules quand même d'aller en tôle. Quand tu vois l'énergie qu'ils mettent à pas y aller, tu te dis non mais quand même, je pense que ce serait bien de temps en temps qu'ils passent un petit coup en tôle. Parce que le côté, non, mais c'est de la délinquance en col blanc, vous comprenez, ils n'ont pas besoin de... Si, je pense que c'est... D'ailleurs, tu vois bien qu'ils ont peur d'aller en prison, en fait, comme tout le monde. Donc, bon, allez, pareil. Tu verrais, ça changerait un peu la donne, plutôt que de donner des peines de 2 ans avec sursis. 2 ans ferme. Ah, monsieur le juge, c'est une indignité. Allez, foutez-moi ça en tôle. Mais enfin, je n'ai rien fait. Bah, t'auras le temps d'écrire un livre, hein. Ah bah, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça pourrait être ça. Ouais, voilà, ça calmerait le sentiment d'impunité, je pense. Après, on va dire c'est populiste, enfin, mais machin, tu peux pas d'à côté défendre le fait que les prisons sont des lieux de privation de liberté et de maltraitance et vouloir y mettre des gens qui ont fait le bien de l'humanité. Ça n'a aucun sens.
qui ont à cœur le bien commun, des gens qui aiment ce pays comme personne ne l'aime, bordel. Puis il y en a un qui est triste, c'est Eric Woerth. Aïe, aïe, aïe. Dans la galaxie Sarkozy, des mecs pris la main dans le sac. L'hippodrome de Compiègne. Bon, Eric Woerth, psychodrame chez LR, quoi. Bon, il est très déçu de son parti, parce qu'on lui a pas proposé une belle place dans l'organigramme de campagne de Valoche et tout, donc il est prêt à aller soutenir Macron. Donc là, il devait voir Christian Jacob, chez les LR, le truc a été ajourné pour des raisons d'agenda. Mais tu sens une sérieuse mise au point avec Eric. Eric, dont les proches disent c'est un grand brûlé de la politique. Faut pas dire des choses comme ça, les copains. Eric Woerth, il a bien profité de la politique, il a bien fait n'importe quoi, et s'il est triste, c'est autre chose. Mais là, encore un qui va aller chez Macron. Et puis dans Libération, regardez, qu'est-ce qu'on voit ? Macron-Poutine, dialogue à la russe. Alors eux, ils ont fait un détournement de la longue table façon serpent, comme ça. On n'y apprend pas grand-chose. Pareil, mise en scène du président, mise en garde du président russe, dialogue de la désescalade, tournée des Balkans, bref. Enfin, pas des Balkans, pardon, tournée ukrainienne, etc. En tout cas, ça permet encore à Emmanuel Macron d'éviter d'annoncer sa candidature. Il l'annoncera quand sera conclu peut-être un accord de désescalade officiel au format Normandie. Parce que c'est le truc qu'il dit tout le temps. Je suis content qu'on se voit que ce soit un petit format Normandie. Alors, personne ne sait vraiment ce que c'est. Personne ose demander parce que tu as l'air con. Tu dis, c'est quoi le format Normandie ? C'est un truc que Macron, il aime bien dire. Ça fait riche. D'accord. Et tiens, si on se faisait un petit apéro format Normandie ? Ok. Donc, on peut se faire... allez-y, faites-vous plaisir, format Normandie, quoi. Et il fait campagne, évidemment. Il fait campagne. Donc, ça s'appelle la campagne de Russie, selon Libé. Et donc, c'est voilà, je pense pas que ça va aller très loin. C'est pas... Mais lui, ça lui permet de faire beaucoup de politique intérieure. Et puis une enquête dans l'IB de Jean Quatremer qui ne lâche pas la Cour des comptes européenne. À rebours de l'éthique, il faut voir que la Cour des comptes européenne... Alors vous avez Gérard qui mange du perdreau. Mais alors eux, la Cour des comptes, ils se mettent encore mieux qu'au Sénat. Alors c'est au Luxembourg, ils sont censés habiter au Luxembourg. Ils avaient des primes de logement, de relogement pour aller au Luxembourg. Il y en a un, il s'est barré à Rome. Pendant 1 an et demi, personne ne lui a rien dit. Alors qu'il doit être à Luxembourg pour bosser pour la Cour des comptes. Et lui, non, il palpait la thune pour être relogé au Luxembourg, etc. Mais il vivait à Rome quand même. Ils avaient des voitures de fonction aussi, ils n'avaient pas le droit d'en avoir, mais ils en avaient quand même. Je parle des membres de la Cour des comptes européenne. Et quand Jean Quatremer a demandé « Mais pourquoi on n'a pas accès aux documents ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont invoqué le droit à la vie privée et le RGPD. En disant que ça ne regardait pas un journaliste... Mais enfin, monsieur Quatremer, mais vous êtes comme Planel, vous passez des coups de fil et puis vous vérifiez vos sources. Ridicule. Donc voilà, l'Europe, c'est des gens payés 8 à 12 000 euros par mois, parfois plus, beaucoup plus, pour, franchement, pas grand-chose. Donc il va peut-être falloir revoir tout ça aussi. En tout cas, tu sais qu'ils se mettent bien. Franchement, je pense qu'il y a peut-être des tutos cuisine ou des tutos voiture de fonction, ça peut être pas mal. C'est un monde formidable dans lequel on vit. Tu te rends compte qu'être élu, c'est pas juste représenter. Soudain, tu vois, hop, tu passes à autre chose. Tiens, je vais mettre un nouvel objectif. Hop, commencer un nouvel objectif. 410 abonnés, valider l'objectif. Paf. Début de l'objectif. On est des dingues. On est des gueudins. Ah bah oui, c'est le RGPD, c'est quand même super. Tu te dis waouh, tiens, ouais, super. Et puis ça, c'est une rare photo d'un meeting de l'AREM avec. C'est un brainstorm de l'AREM dans le 17e avec Stan Guerini. Alors c'est étonnant, c'est le seul qui a son masque. Tous les autres sont tranquilles à table, démasqués. Alors lui, il doit revenir des toilettes ou il a passé commando bar, je sais pas, mais du coup, bon, c'est moins convivial. Et ils essaient de trouver les marcheurs. Alors ils n'ont pas encore de candidat. Ils disent mais qui va être notre candidat ? On a un parti avec des initiales que c'est les mêmes que le président, c'est étonnant. En Marche, Emmanuel Macron.
Mais il n'est pas encore candidat. Alors, nous, on est déjà en campagne. Mais qui va être notre candidat? Mais, tu sais, t'inquiète pas, ouais, c'est pas... Ah oui, il est debout. Ah ouais, attention, debout, assis. La REM existe encore. Bah oui, ils sont assis sur un trésor de guerre parce qu'ils ont beaucoup de députés. Donc, ils ont plein de thunes pour faire campagne, vous inquiétez pas. Et puis, même si on se débarrasse de Macron en avril, il a installé des petits marcheurs un peu partout, à la tête des préfectures, à la tête des organismes de contrôle, des hauts machins bidules, de trucs, de comités. Donc, il y en a partout. Pour démacroniser la France, ça va prendre des années. Donc c'est compliqué, hein. Mais donc là, ils sont en train de se dire, mais quelle entourloupe on pourrait faire pour dire que tous les bilans sont nuls, notamment sur l'égalité homme-femme, sur les violences faites aux femmes. Donc ils essayent de cacher ça sous le tapis pour dire que Macron a rien fait, alors qu'il devait faire plein de trucs. Donc ils essayent de retrouver des nouveaux thèmes. C'est pas évident. Véran travaille aussi au ministère de la Santé sur des concepts foireux. Je pense qu'ils vont payer McKinsey à la fin. Et on va dire, bon, qu'est-ce qu'on appelle McKinsey? Vous pouvez nous faire quelque chose de sympa, hein. 700 000 euros? Oui, oui, ça ira. C'est pour la campagne, c'est pour les comptes français. Vous savez qu'il y a eu les cahiers de doléances, il y a eu le grand blabla, le grand débat. Tout ça a été enterré, ils s'en foutent. En fait, à chaque fois, quand ils te demandent, oui, on aimerait comprendre, on aimerait entendre les Français. On a fait du porte-à-porte pour savoir ce qui allait pas. Puis après, hop, ils payent McKinsey pour dire, on sait ce qui va pas. Et toi, tu dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais répondu l'autre fois qu'il était venu frapper à la porte, le mec. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la revue de presse du monde moderne. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, merci. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, merci aussi. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse et de cette vidéo, à liker, à commenter. Vous êtes là pour ça. C'est ça qui est bien. La cellule Nudge va encore s'activer. Et oui, l'ingénierie sociale, c'est formidable. Bientôt dans le jacuzzi. On fera ça en mars. Hein. Avant, c'est un peu frisquet, tout ça. Mais c'est sûr que là, on a pété les scores. Ou alors, attendez, si on est à 2000 tous les matins, qu'est-ce que c'est après le jacuzzi? Qu'est-ce que ça pourrait être? On va trouver. Merci, Simon. C'est des belles lunettes, j'avoue. Sans ça, je ne peux pas lire. Là, voilà, je vois tout flou. Mais regarde, je fais mieux la bienveillance. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Je suis venu vous lire Le Temps des tempêtes. J'ai plus que ça à faire en même temps. Et Promenade. Pourquoi il n'a pas fait Promenade en livre audio? Pourquoi il a lu que Le Temps des tempêtes, hein? Alors que moi, j'écoute ça tous les soirs pour m'endormir et que là, j'ai pas Promenade. Promenade, c'est quand même un livre. C'est le truc que tu dis au chien. On va promener, promenade. Là, t'as Nicolas qui écrit son livre. Promenade. Promenade à la santé. Enfin. À 2000, c'est barbecue. Ah ouais, on pourrait faire un barbecue de l'extrême à 2000. J'avoue. Ah oui, on peut faire une émission dans un club libertin. On irait à Rouen chez Nikita. Bah ouais, bonne idée. À 2000, je check avec Nikita si on peut faire un stream direct de là-bas. Je sais pas si... alors après, il sera réservé aux adultes, hein. Je pense qu'il y a un logo, je dois mettre réservé aux adultes ou quoi, mais ouais. Et puis à 2000, bien sûr, je serai sur scène avec cette revue de presse. Ça, j'y travaille aussi. Ça arrive. D'ailleurs, en ce moment, il y a le pass Macron, donc je sais, c'est chiant les spectacles et tout, mais j'ai un autre spectacle documentaire qui s'appelle L'homme qui tua Muammar Kadhafi, pub, c'est le moment autopromo, et on vient chez vous à Mulhouse, à Die, au mois de mars. Donc je vous donnerai les dates, je vais mettre ça sur mes réseaux sociaux, oui, c'est un mug à l'effigie de Trump, ouais, regardez, c'est ce président qui avait des belles casquettes, Make America Great Again. Et donc, il y aura le spectacle. Et donc, à Mulhouse, à la filature, je crois, c'est le 16 mars, si ma mémoire est bonne, L'homme qui tua Muammar Kadhafi, je suis sur scène, et on parle du financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy avec l'argent du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Et puis on passe à Die ensuite, je crois le 24 mars. Ensuite, on va aller à Guéret, on va aller à Maubeuge et d'autres dates. J'ai pas toutes les dates en tête, mais je vous dirai tout ça. Mais pour Mulhouse...
N'hésitez pas, voilà, prenez... alors après, il y a le pass, voilà, je sais, c'est chiant. C'est chiant pour tout le monde. Voilà, c'était le moment pub, excusez-moi, désolé. En plus, j'ai fait ça avec la gueule de Stanislas Guérini, c'est n'importe quoi cette revue de presse, je m'en excuse. Spectacle politique, oui. Bah si. Ah, remarque, ouais, on pourrait faire des... Avec le parti Bravo la France, on pourrait faire des meetings politiques. D'ailleurs, oui, si vous voulez m'inviter chez vous pour un spectacle, je viens. Hein, on fait un truc, une petite salle, on dit que c'est une réunion politique, et hop, Tour de France. Puisque tous les matins, quand même, c'est une belle salle. Hein, vous êtes plus de 1000 tous les matins pour cette revue de presse, donc ça pourrait être chouette de... Puis, enfin, c'est bien la scène, c'est chouette. Bienvenue au nouveau spectacle de striptease. Non, je pense pas que c'est là que je donnerai le meilleur de moi-même. Je pense pas. Je peux essayer, mais j'ai... Non. Dans l'IB, on a des émeutes en gang organisé. C'est le procureur de Pointe-à-Pitre qui a mis au jour une vaste organisation derrière les violences qui ont émaillé l'archipel de novembre à décembre. Alors non, c'était pas que des citoyens fâchés, beaucoup oui, mais les gangs en ont profité pour utiliser la grogne, enfin pas la grogne, la mobilisation sociale, pour essayer de faire du racket au commerce, en fait, en essayant de piller, en disant qu'ils allaient protéger les commerces des émeutiers. Donc, il y a plusieurs gangs qui se sont mis d'accord pour se partager le territoire et pour organiser des opérations de pourrissement à des fins d'enrichissement du gang. Mais l'idée, c'est pas de dire que le mouvement était un mouvement des gangs. Non, c'est de dire que le mouvement social a été infiltré par les gangs. Et c'est vous dire comment tout mouvement social peut être infiltré par tout et n'importe quoi, y compris par exemple les services du renseignement. Hein, ah ben voilà, par exemple. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais donc voilà, c'est un article intéressant à lire dans l'IB pour comprendre la mécanique derrière l'infiltration d'un mouvement social. Là, c'est en l'occurrence par des gangs du crime organisé en Guadeloupe. Guadeloupe que je salue et merci à nos auditeurs en Guadeloupe. Nos auditeurs, je ne sais pas comment on dit, nos fans, nos amis. Notamment Maryse qui est à l'hôpital là-bas, j'espère qu'elle va bien. Contre Moscou, Joe Biden fait le pari de la dramatisation. Ah ouais, Joe le taxi, n'a pas peur, aime l'Ukraine. Des news de Crime sous Cric, oui, bientôt, absolument. Excusez-nous les podcasts, c'est vrai qu'on a un peu de retard sur plein de trucs en ce moment. C'est compliqué tout ce qui se passe. Ouais, le théâtre prend. Mulhouse, je ne sais pas, mais je vous donne rendez-vous à Mulhouse. Voilà, je vous dirai les dates prochainement. Tadam. Non, c'est dans le Figaro, Joe Biden, donc, qui fait le pari de la dramatisation. Pas un jour ne passe sans qu'un responsable de l'administration américaine ne monte au créneau pour avertir de l'imminence d'une offensive militaire russe contre l'Ukraine. Attention, les Russes vont vous tuer. Oui, mais non. Alors, d'ailleurs, c'est la présidence ukrainienne qui a dit non, on veut pas la guerre, tout va bien. Alors, tu as quelques mecs dans le Donbass qui l'ont mauvaise parce que quand même, eux, ils ont vu la guerre en 2014, ça a été compliqué, les Russes sont arrivés en majorité derrière, enfin, il y a eu vraiment une petite annexion quand même de la Crimée. Donc eux sont pas sur le même pied que la présidence ukrainienne qui essaie de calmer tout le monde. Et Joe Biden en profite. Et l'idée, c'est de dire, attendez, c'est affreux ce qui va se passer, ça va être la guerre. Et en Ukraine, tout le monde a dit, on n'a pas besoin de ce climat anxiogène. Merci, mais non merci. Mais c'est pas grave, Joe Biden envoie quand même des troupes. Il veut quand même faire la guerre. Tout ça pour vendre son gaz liquéfié. C'est incroyable. Pour fermer Nord Stream, pour faire des grosses sanctions vis-à-vis de la Russie, qui est quand même le plus gros partenaire pour ce qui est de l'énergie de l'Allemagne, de l'Europe. Mais ça emmerde les Américains. Notamment, vous allez voir, c'est vraiment, tout ça n'est qu'une affaire de gaz. Mais c'est affreux qu'on n'en parle pas plus, en fait. Quand tu fais des... Alors, genre, systématiquement, quand je parle de l'Ukraine, je parle du problème du gaz, parce que c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire encore d'énergie, de domination. Et l'idée, c'est de foutre l'Europe à plat ventre, d'en faire un satellite américain qui ne sert à rien. Donc, ça peut marcher longtemps comme ça. Et d'ailleurs, et puis des armes de destruction massive, des bases, tout ce que vous voulez.
pas un pays qui fait autant d'interdictions à tous les autres pays, à part les Américains. Tu veux faire du... Non, interdit. Pourquoi? Parce que, d'accord. Sinon, on vous ferme notre marché. Ok, bon, bah d'accord, bon, bah tant pis. C'est impressionnant. Hein. On en reparle tout à l'heure, vous allez voir, des terminaux gaziers américains, etc. Alors non, la paix, ça rapporte pas assez. Bah non, la paix, c'est anticapitaliste. À Marseille, vous savez, Macron avait promis des milliards en septembre pour rénover le bâti, pour les écoles et tout. Bon, il n'y a aucun chantier qui a commencé. Ça commence à se voir. Je veux dire, à un moment, comment les gens peuvent encore y croire? Comment c'est possible encore, cette entourloupe de Macron, où ils disent « Ah, mais il est formidable, ce président, il est jeune, il fait... » Non, c'est un bonimenteur. Il promet des millions qui sont les nôtres, des milliards qui sont les nôtres, il se barre avec la caisse, quasiment, et il ne fait que mentir, s'agiter dans tous les sens pour couvrir le fait qu'il fait rien. Bah, l'argent, il est sur des comptes et il se passe rien. En gros, c'est assez peinard. Mais les Marseillais commencent à s'impatienter. Et puis Marseille, vous l'avez vu, est devenue la terre de la mise en scène, en fait, de la guerre entre les communistes, hein, avec Fabien Roussel, et la France insoumise, puisque Jean-Luc Mélenchon est député de Marseille. Donc là, les insoumis vont faire un groupe de travail à Marseille. Il y avait Roussel qui avait fait son meeting il n'y a pas longtemps. Et on voit bien que bon, Marseille, c'est un haut lieu de la lutte entre le PCF et l'Union populaire. C'est compliqué. Mais l'argent, par contre, rien. Et puis, c'est un petit zoom comme ça, à l'air de rien. Ça faisait pas la une, hein, mais quand même, en Israël, la police est accusée de piratage à grande échelle avec le logiciel Pegasus. Étonnant. Ah, je crois que c'était que le Maroc qui espionnait tout le monde. Et on a appris que Arnaud Montebourg a été espionné aussi avec le logiciel Pegasus. Alors, pas forcément par Israël, hein, peut-être par le Maroc comme la dernière fois, mais là, c'était à grande échelle des personnalités publiques, des journalistes, des membres de l'entourage de Netanyahou. Grâce au Pegasus, c'est le quotidien économique Calcaliste qui a poussé la justice à ouvrir une enquête le 20 janvier. Et la police a reconnu avoir utilisé ces technologies d'espionnage sans mandat. Voilà. Et donc ça a permis de recueillir des renseignements contre le clan Netanyahou notamment. Mais ces logiciels du renseignement sont impressionnants. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec, en dehors des clous. Et pourquoi pas écouter des personnalités. Enfin, à l'époque de Mitterrand, c'était l'affaire des écoutes. Il y a encore les affaires des écoutes avec Sarkozy. Enfin, les écoutes, c'est quand même un truc, il faut avoir des oreilles partout. Hein. C'est vraiment le truc où tu sais que l'information est une arme. À partir du moment où tu sais tout sur ton ennemi, tu peux tout faire avec. Donc, nous, on écoute. Allô? Des fois, on rigole avec Antoine quand on se passe des coups de fil. On se dit, tiens, et si on était sur écoute, si on faisait des blagues pour les mecs qui écoutaient? Qui doivent bien s'emmerder. Hein. Alors j'espère que c'est des algorithmes qui écoutent et qui servent à rien, mais quand même. Ouais, voilà, t'imagines espionner Montebourg, pourquoi? En 2019 en plus. Il n'était même pas retourné en politique. Donc à part savoir quels étaient les secrets de fabrication de sa propolis, je vois pas à quoi ça servait. Mais les mecs l'ont fait. Et puis, pour vous dire que même si vous n'aimez pas Emmanuel Macron et que parfois vous dites que nous sommes en dictature, pas tout à fait. Un nageur est recherché pour s'être moqué d'Erdogan. La justice turque a émis 8 mandats d'arrêt, dont un visant un ancien nageur olympique pour des commentaires sur Twitter moquant le président Erdogan, testé positif au Covid ce week-end. Alors vous êtes nombreux à avoir fait des blagues sur Véran, positif au Covid, sur Macron et Brigitte. Personne n'est allé en tôle pour ça. Il y en a peut-être 2 parce qu'ils ont été peut-être trop loin, ils ont peut-être insulté, menaces de mort, tout ça. Mais pour des blagues sur Twitter, personne ne va en tôle chez nous. Jusqu'à preuve du contraire. Alors il faut que ça dure. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a une fine ligne entre un régime autoritaire et ce qu'est la France, ne vous en déplaise. Voilà. Après, c'est sûr, le maire qui a décroché le portrait de Choupinet Ier pour mettre la déclaration des droits de l'homme à la place a été convoqué par la gendarmerie. Hein, pour dire « Ah mais pourquoi vous avez fait ça, monsieur ?» C'est le préfet qui a demandé d'ailleurs. Donc attention les petits chefs, hein, si c'est un préfet, tout ça, comme Didier, ça peut déraper. Mais globalement,
La règle de droit fait que Guy Bedos a pu traiter Nadine Morano de conne, qu'on peut rire de Olivier Véran qui est vacciné 3 fois et qui attrape le Covid, qu'on peut rigoler d'Emmanuel Macron également, hein, sans aller en prison. Et pourvu que ça dure. Mais voilà, le problème c'est de se dire, putain, t'as l'impression qu'on est en sursis, quoi. Ça y est, qu'on a mis les mains dans un truc où ça va nous emmener direct là où il faut pas. Donc il faut tenir, il faut continuer à se foutre de leur gueule un maximum, hein, parce que sinon on va se rendre compte que oulala, c'est beaucoup trop disruptif, hein. On n'a plus le droit vraiment de se moquer de la figure du président. Alors c'était dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, hein, il y avait outrage à la figure du président de la République qui a été enlevé, hein, au fil des âges. Donc voilà, mais ouais, il y a eu des mises en HP pour jet d'œuf, tu vois, mais c'est un acte physique. La baffe aussi, c'est un acte physique. Mais se moquer sur Twitter, Macron, je sais pas combien de tweets moqueurs il y a par jour. C'est des milliers, je pense. Donc ça va. On voit qu'ils ont encore du chemin à faire avant de dire « Bon, mettez-le en prison, il s'est moqué de moi sur Twitter. » Mais tu sens qu'il y a un petit truc, hein. Tu te dis moi, je suis pas en confiance, contrairement à Madame Taubira. J'ai dit Anne Taubira. Non, c'est Christiane Taubira, mais en même temps, ça finit pareil, excusez-moi. Quand elle dit « en confiance », j'ai pas confiance, moi, en Emmanuel Macron. Contrairement à Gérald Darmanin, qui, lui, alors là, c'est bon. Donc voilà, la camionnette. Regardez-moi, ça c'est un énorme étron en béton. Ça s'appelle The One, situé sur les hauteurs de Bel Air. C'est une villa de 9755 mètres carrés, 21 chambres, 42 salles de bain, 5 piscines, une salle de cinéma, un garage pour accueillir 30 voitures, mise à prix 500 millions de dollars. Personne n'en veut. Et le promoteur est en fuite, il est endetté jusqu'au cou, il est à Zurich, il veut arrêter l'immobilier, il veut récupérer cette villa qui a été saisie par, je sais pas, la justice américaine ou quoi. Alors ça pourrait être un hôtel. Non, l'idée c'est qu'il doit y avoir un permis d'habitation qui doit être délivré pour que quelqu'un de privé, un richou comme Jeff Bezos par exemple, puisse acheter ça et dire « Tiens, c'est chez moi !» 21 chambres. Bébé, dis donc. Donc voilà, et alors vous savez quoi, le truc qui est génial, non, 21 piscines, non, tu sais plus, c'est tellement con en fait. Le mec, j'ai fait une énorme verrue en béton, j'ai appelé ça The One, c'est super, ça coûte 500 millions. Il y avait une belle colline avant là, peut-être, tu vois, un truc, tu pouvais planter des arbres, bon. Et alors le promoteur qui est en fuite à Zurich te dit quand même, The One aurait pu changer le monde, aider les riches comme les pauvres à faire une différence en y organisant des événements de portée internationale. Parce que le mec est philanthrope en fait. Eh oui, t'achètes ça, c'est pas parce que t'es riche et que tu sais pas quoi faire de ta thune et que tu veux une grosse maison. Non, c'était pour changer le monde. Rien ne les arrête. Alors tu peux mettre 1600 personnes avec les règles de distanciation, nous dit le promoteur, en disant voilà, c'est ça qu'il avait en tête, c'était de faire un lieu de international de culture et de rencontres. Et pas une énorme verrue en plastique et en béton. Mais toujours est-il, c'est quand même étonnant. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue, hein. Le mec ose te dire ça. C'est pour aider les riches et les pauvres à changer le monde. Mais Jeff Bezos, il dit les mêmes conneries. J'ai fait un gros bateau, c'est pour aider les riches et les pauvres à changer le monde. J'ai fait une grosse fusée. Pareil, pour aider les riches et les pauvres à changer le monde. D'accord. C'est pas parce que tu sais pas quoi faire de ta thune et que tu t'emmerdes en fait? Et que t'es un peu dangereux aussi? Non? Ah ouais, d'accord. Bon, alors dans ce cas-là, tout va bien, hein. Et il en a fait d'autres. Alors Jeff Bezos, sa baraque, je crois que lui, c'était 150 millions de dollars ou un truc comme ça. C'est une des plus chères, hein, de Beverly Hills. Lui, il veut toujours le plus, hein. Le petit plus, c'est Monsieur Plus. Donc voilà, 1600 personnes. Non, ça c'est pour faire l'événementiel. Les 21 chambres, doucement les amis, doucement. En tout cas, voilà, ça m'a fait bien rire ce matin quand j'ai vu ça dans les pages du Figaro. Quelle idée. Et puis, autre truc qui fait bien rire, c'est le plan chips. Alors, c'est pas les chips, c'est pas des chips.
C'est des microprocesseurs. Et c'est Thierry Breton qui est très content, qui présente le plan Chips pour quadrupler la production de puces d'ici à 2030. 2030. Pourquoi cette date est clé dans tous les plans pétés qu'ils nous proposent avec McKinsey? C'est France 2030 2030. C'est beau. C'est les joies du direct. C'est France 2030 et non pas France 2030. C'est Europe 2030. Tout est 2030. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, joli lapsus, tu m'étonnes. Voilà, trans, 30, peut-être. Peut-être que c'est ça, en fait, j'ai trouvé tout seul. C'est qu'en fait, les mecs, c'est dans leur tête, tout sera IL en 2030 et peut-être que Thierry s'appellera Gwendoline. Voilà, peut-être. Ce sera la petite surprise. Des vieux travelots partout. Klaus Schwab qui revient. Bonjour, j'ai changé de sexe. C'est rigolo, ça fait des chatouilles. J'ai pas mis de chips encore dans ma tête, mais ça va venir avec Thierry qui travaille beaucoup sur ce plan. Intéressant, très intéressant. Donc ça pourrait être assez grave, quoi. Aucune transphobie ici, aucune. Respectez-les, tout le monde a droit au respect et cette haine des trans est insupportable. Voilà. Par contre, s'il vous plaît, on peut rire de tout, voilà, et c'est important. Enfin, pas de tout, mais on essaye quand même. Hein. Il y a des lieux. Mais je sais que voilà, on est sur Twitch et il y a beaucoup de streams body positive, etc. Et il y a un travail d'acceptation, d'explication, de faire en sorte que les gens comprennent qu'un humain, c'est un humain, peu importe ce qu'il décide de faire de son corps, quoi. Voilà. Après, il y a des humains, quand ils commencent à tuer des gamins, tout ça, non, c'est autre chose. Voilà. Mais ceux-là, c'est des criminels, c'est autre chose. Ceux qui font n'importe quoi, ceux qui décident enfin, c'est pas n'importe quoi d'ailleurs. Enfin bref, je m'enfonce, désolé, mais voilà. Bienveillant. Alors le transhumanisme, par contre, je suis moins d'accord avec, quoi. Tant que ça reste humain, il n'y a aucun problème. Hein. Tant que le genre, tout ça, les machins, voilà, chacun fait ce qu'il veut en étant adulte, il n'y a aucun problème. Après, commencer à dire que l'humain est une machine comme une autre, bon, ça commence un peu voilà. Mais sinon, respect et bienveillance pour de vrai. En tout cas, bon, non, on parlait on parlait... Putain. Ouais, ce matin, c'est compliqué. On parlait des chips, des microchips. Donc voilà. Donc Thierry Breton. Alors Thierry Breton, attendez, parce que je voulais vous faire un résumé de sa carrière, mais j'ai pas eu le temps de chercher tout à l'heure. Les nombreux conflits d'intérêts. Je sais pas où est-ce que je peux trouver ça. Excusez-moi. Du coup, il y a un petit blanc. Mais c'est ce qui fait la joie des streams aussi. C'est de temps en temps comme ça. J'ai pas eu le temps de tout préparer. Donc voilà. Je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Non, je trouve pas. Parce qu'il était patron d'Atos, ok, mais c'est pas que ça. C'est qu'il fait plein de trucs, Thierry Breton, qui sont assez dingues quand tu regardes en détail et où tu te dis, wow, quand même. Oui, voilà, surveillance de masse, privatisation des autoroutes. Voilà, il en a fait des trucs, Thierry Breton, quand même. Hein. Il a été donc choisi à 12 voix pour, 11 voix contre, lorsque le Parlement européen a dit finalement Thierry Breton est un conflit d'intérêts sur pattes, mais il a le droit de venir jouer. Donc c'est un mec qui est à l'origine de la privatisation des autoroutes. Super. C'est un mec donc qui a fait Atos, hein, vous savez, donc l'idée de surveillance de masse, de trucs comme ça. Et il est... il y a plein de trucs. Voilà, président d'Atos, société du numérique qui touche des subventions européennes, leader européen des supercalculateurs.
Le numérique, bien sûr, donc conflit d'intérêts, évidemment. Mais il a beaucoup d'expérience, Thierry Breton. C'est pour ça qu'on l'aime. Et surtout, il est légateur testamentaire de Bernard Arnault. Il est bien sûr membre du siècle. Je crois qu'il a eu un truc à faire avec l'école alsacienne également. Fonction, vous allez voir, Thomson, France Télécom, Atos. Voilà. Le European Cloud Partnership qui commence en 2012-2014. Le plan cloud. Il a chez Bull, le programme quantique, il est incroyable, Modernisation de l'économie, alors lui aussi c'était un champion du rebond, quoi. Voilà. Il a été enseignant à Harvard, bien sûr. Il a présidé le comité stratégique de Sorbonne Université. Il a fait la dérégulation sur les télécoms. Il a écrit aussi des super romans. En 1984, il a écrit Software, un thriller technologique et l'un des premiers livres à se saisir du sujet des virus informatiques sur fond de tensions américano-soviétiques. C'est son wargame à lui, quoi. 1,5 million d'exemplaires écoulés quand même et adaptés à la télévision en 92. J'aimerais bien voir cette adaptation de Software. Et puis avec Vatican III, publié en 85, il imagine la propagande de l'image par le biais de satellites géostationnaires. Meilleur roman de science-fiction à l'occasion des Gutenberg du livre. Puis dans Netwar, 1987, c'est l'époque où il écrivait beaucoup, il met en scène un réseau de jeunes informaticiens milliardaires à la tête de puissants réseaux de télécommunications. Incroyable. Et puis il a publié ensuite 6 essais, voilà. Et il est administrateur. Alors là, c'est accrochez vos ceintures. Voilà tout ce qu'il a fait quand même. Alors, administrateur de Bouygues, administrateur de Thomson, France Télécom, Orange, Schneider Electric, La Poste, Centre National d'Études Spatiales, Dexia et membre du conseil de surveillance d'AXA. Ensuite, il a été élu au conseil d'administration de Carrefour, puis il a été senior advisor de 2007 à 2008 de la banque Rothschild. Ensuite, en janvier 2013, il est membre du conseil consultatif international de Bank of America. Rien que ça. Il a été administrateur vice-président du conseil d'administration de l'école alsacienne, président du conseil d'administration de l'université technologie de Troyes. Et puis, il a été administrateur du musée du septennat de Jacques Chirac. Et oui, membre du conseil d'orientation de l'Institut Aspen France, qui est un think tank libéral totalement atlantiste, membre du siècle évidemment, président du comité des sages qui se constituerait et se réunirait en cas de disparition prématurée du PDG de LVMH pour veiller à l'intégrité du groupe et à la protection des intérêts des descendants de Bernard Arnault. Ça, c'est quand même pas mal. Et puis, chef Nouvelle-France industrielle, etc. C'est assez impressionnant, le CV de Thierry Breton. En termes de conflit d'intérêts, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Le gars, non, il prend des tickets partout. C'est le mec qui est payé à rien foutre. C'est le clochard du CAC 40, quoi. Il arrive, tu fais, hop, file un petit billet à Thierry, il est au board, là. Merci beaucoup. J'ai écrit des livres, vous savez, dans ma jeunesse. Software, super. Je vous le dédicace. Donc voilà, c'est génial. Et après, ces mecs-là te font la leçon et te disent « Attention, tu vas voir, t'aimes pas travailler, toi ?» Alors, il aime pas travailler, lui. En même temps, c'est pas du travail, ça, Thierry. Et voilà le plan de Thierry. Donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui, dans un marché de la puce qui est à 50 milliards de dollars, enfin c'était en 1990, l'Europe avait 40% du part de marché. Aujourd'hui, dans un marché qui est 10 fois plus gros, à 550 milliards de dollars, l'Europe n'a que 10% du marché. On s'est fait niquer. Voilà. Par les Coréens, par les Chinois, les Japonais, les Américains. Et il faut savoir que dans ce marché, les Russes sont totalement dépendants. Et ils savent que les Américains le savent. Donc en cas de guerre du gaz, les Russes, ils vendent du blé, du gaz, des armes, voilà. Des trucs de technologie un peu, mais ils sont dépendants en termes de serveurs, en termes de puces électroniques, et l'Europe aussi. Et ça, c'est la prochaine guerre. Et ça, c'est clairement un plan. Alors, c'est pas con de dire que l'Europe va avoir un plan pour faire des puces électroniques, pour essayer d'avoir davantage de parts de marché. Le problème, c'est que, en fait, dans ce plan 2030,
c'est de faire venir des entreprises étrangères pour produire des puces sur le sol européen. Et dire, vous êtes obligés de les vendre, comme le vaccin. C'était un test drive, le vaccin, en disant à Pfizer, tu produis chez nous, et nous, on dit qu'on produit ça, nous. L'autre s'en fout, il engrange les milliards. Macron dit, c'est formidable, on a augmenté nos capacités de production de X machin. En fait, non, c'est Pfizer qui a ouvert une usine chez toi parce que tu lui as fait des cadeaux. Mais c'est à peu près pareil ce qui va se passer sur le plan microchips du truc. Voilà. Ah bah oui, non, mais c'est un truc de dingue. Après, Thierry Breton est quelqu'un un personnage extrêmement intéressant. Il a été cambriolé juste avant de prendre ses fonctions, quelque temps avant de prendre ses fonctions de commissaire européen. Il s'est fait tabasser avec sa femme. Ils se sont fait cambrioler chez eux à Paris. Et puis regardez-moi cette tête de champion, c'est Grégoire Cascara, génération engagée. Et oui, cet étudiant de 22 ans vient de créer l'application Élysée. On en parlait avec Zach lors d'un matin câlin il y a de ça 15 jours. C'est une sorte de Tinder qui fait que tu es toujours d'accord avec les idées de Macron. Super bien foutu. Alors Zach, c'est un mec en or quand même. Alors, il faut savoir qu'à 5 ans, il a écrit une lettre à François Fillon pour lui présenter ses projets pour l'école. Enfin, 5 ou 7 ans, je ne sais plus. Donc depuis, il cherche à grenouiller en politique. Bon, tu sens que le mec, voilà, c'est son truc. C'est un petit gars qui n'en veut, mais bon, un petit gars particulier quand même. Et moi, mon enfant, à 7 ans, il me dit, papa, oui. Père, oui. Voilà. J'aimerais prendre exemple sur Grégoire et j'aimerais écrire une lettre à Valérie Pécresse. Bah écoute, Timmy, aucun problème. Oui, j'aimerais lui proposer quelques mesures d'amélioration, notamment des conditions de travail à la mine. Bah écoute, Timmy, tu es le bienvenu. Oui, alors, l'idée, enfin, le problème, c'est que tu sais que je suis à la mine depuis mes 5 ans. Oui, je sais, Timmy, oui. Et donc, je n'ai pas appris ni à lire ni à écrire. Oui. Donc, si tu pouvais, je te dicte la lettre et toi, tu l'écris. Ah bah écoute, Timmy, pas de problème, on va faire ça. D'accord, bon alors, je vais me mettre là. Chère Valérie, oui. J'aimerais te dire combien j'apprécie ton programme économique pour la France. Oui, d'accord. Et aussi ta beauté. T'es sûr, Timmy? Oui. D'accord. Tu es une femme d'excellence. Ouais, d'accord. Et je pense que nous avons beaucoup de choses à t'apprendre, nous les enfants de la mine. D'accord. Nous les enfants de la mine. Ah, ça s'écrit comme ça. Oui, avec un i. Ah oui, d'accord. Ouais, moi aussi, je vous aime, les amis. On voit pas que c'est moi qui parle, c'est super bien foutu. Oui, alors bon, j'aimerais, par cette présente lettre, te faire valoir quelques idées d'amélioration des conditions de travail des enfants de la mine. Voilà. Et alors, c'est quoi les conditions d'amélioration? Mais, par exemple... Ouais, par exemple... qu'on puisse manger 2 fois par jour, par exemple. Ah, vous mangez pas 2 fois par jour? Non, plus maintenant, parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas descendre 2 fois parce que ça prenait trop d'électricité, que c'était mauvais pour le climat. Ah bah d'accord. Mais écoute, je lui envoie ça, pas de problème. Par contre, Timmy, il est déjà 10h18, il faudrait pas que tu sois à la bourre. Hein. Ah oui, je file, excusez-moi les amis. Je vous aime, moi aussi. Bonne journée et soyez bien productifs. Merci, Timmy. Ah bah, sacrée lettre à Valérie Pécresse, hein. Je sais pas ce qu'on va en faire. Donc non mais t'imagines, ton enfant te dit Papa, je veux écrire une lettre à François Fillon. Tu dis Chérie, je peux te parler? Ouais. C'est toi qui lui as donné cette idée? Ah pas du tout, non, c'est venu tout seul. Oh mais qu'est-ce qu'il est précieux. C'est merveilleux. C'est un diamant brut cet enfant. C'est formidable. Donc voilà, c'est un peu le Timmy des riches, hein, notre ami Mazark, je sais plus comment il s'appelle là, Kazark Quack. Comment il s'appelle? Comment il est où? Voilà. Grégoire, c'est un peu le Timmy des riches, quoi. Voilà. Alors la mine, il connaît pas trop. Par contre, il sait faire des applis. Hein. Vous savez, il y a un truc, quand on avait fait La République inaltérable avec Antoine Gouritin, que vous connaissez également, lui avait tout un podcast sur la Startup Nation, et on avait une blague sur les startups. Généralement, quand vous regardez le nom des fondateurs des startups, c'est souvent des nobles. C'est Gonzague de Machin, Gonzague de Saint-Gruyère, Ismaël de Saint-Nectaire, tout ça.
Et en gros, ils font HEC, machin, et plutôt que de faire de la finance, ils font une start-up qui est un produit financier, où papa met d'abord la thune en disant tiens, démerde-toi, va voler de l'argent public à la BPE, et puis on verra ce qu'on fait après. Et il y a beaucoup de start-up comme ça qui sont des produits financiers de gosses de riches qui, voilà, qui sans ça n'auraient pas de vrai travail, et comme ça ils sont très jeunes, des CEO d'eux-mêmes, quoi. Et c'est un truc super. Ça, c'est un peu la Startup Nation. Donc la Startup Nation de la noblesse, c'est ce qui se fait de meilleur. Vous aviez un champion comme ça qui faisait, je sais plus, Joby ou je sais pas quoi, Joba, qui faisait un truc de traiteur. Vous l'avez vu passer à la télé parce qu'il était vraiment très très con, lui. Je sais plus comment il s'appelait. Ouais, Ismaël de Saint-Nectaire. Ouais. Mais et du coup, c'était très très drôle. Euh, Bah oui, le fromage, c'est important. Mais c'est important. Oui, moi j'aime bien le fromage. Moi, j'aime bien le fromage. Je pense que c'est quand même c'est pas mal. C'est encore un truc, tu vois, on peut encore voilà. Et donc la Startup Nation, t'as beaucoup de ça, quoi. Ça sert à rien. Et puis ça, c'est Antoine de Caunes qui se cache parce qu'il voudrait pas que aïe aïe aïe, c'est la cérémonie des Césars qui arrive. Il voudrait pas que Corinne Massiero se remette toute nue. Aïe, aïe, aïe. Et cette année, il veut que ce soit une ode à l'amour et au cinéma et qu'on arrête de parler de trucs sociaux, de violences faites aux femmes, tout ça. Il voudrait que, voilà, ce serait bien que Roman Polanski puisse venir tranquille, hein, qu'on arrête de parler des pauvres. Bon, de temps en temps, on aura peut-être Vincent Lindon qui fera un. Ouais, non, mais bon, bien sûr, c'est important, là. Mais votez Taubira, mais ce genre de truc, tu vois. Votez Macron, parce que bon, il sait ce que c'est que la pauvreté, quoi. Ce genre de truc. Il faudrait pas que le septième art devienne un art social, hein. Comme je vous en parlais, il y a eu Pasolini, il y a eu dans les années 60, 70, c'est quand même un cinéma social. Il y a encore un peu, il y a les Dardennes, il y a deux, trois trucs. Bien sûr, il y a quelques réalisateurs qui ont cette fibre-là, qui font des choses incroyables. Mais tu te dis, Xavier Beauvois, par exemple, Dupontel, mais globalement, faut pas faire chier le cinoche, hein, quand il fait la fête. Faut surtout pas faire chier le cinoche. Et puis on n'a pas Ricky Gervais. Ce qu'il y a de bien aux États-Unis, ils ont Ricky Gervais qui arrive et qui tire à balles réelles en disant ah vous êtes tous des putes et je vous emmerde. Maintenant viens prendre ton prix. Voilà, allez. Bon, il dit ça en rigolant, hein, mais du coup ça fait moyen rigoler. Mais nous, même quand tu fais un peu ça, c'est déjà trop pour eux. Donc il faut surtout pas faire chier la cérémonie des Césars, hein, voilà. Et c'est vrai que tu te dis à chaque fois, mais où sont les artistes? Où sont les saltimbanques? Où sont les artistes engagés? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils... Ils sont plus engagés du tout? Ah si, ils font les enfoirés. Ah ouais, ah, c'est super engagé. Ils ont recruté Brigitte cette année? D'accord, super. On les a pas entendus sur le pass vaccinal. On les a pas entendus sur les gilets jaunes. Quasiment pas. Ah si, bien sûr, vous avez les poteaux, quoi. Mais voilà, ils sont vraiment pas nombreux. Ils se comptent sur le bout des doigts. Sur le pass vaccinal, vous avez Béatrice Rosanne, qui est actrice, qui s'est engagée. Vous avez bien sûr l'ami Yvan Le Bolloc, qui a gueulé. Gassio, qui est maintenant avec le Parlement de l'Union populaire. Mais ils sont pas nombreux. Ils sont vraiment pas nombreux. Tout le monde ferme sa gueule. Et tu sais que si tu l'ouvres, fini les théâtres parisiens. Parce que c'est un pote de Macron qui a tous les théâtres. C'est lui ou c'est le papa du pédo, Fimalac, Marc Ladret de la Charrière. 20% des salles de théâtre, des tickets de théâtre passent par lui. Donc il y a une telle concentration, parce que vous avez Bolloré qui s'occupe du secteur des médias et de l'édition, et Ladret de la Charrière qui s'occupe du secteur du théâtre privé. Et là, t'es bien. Et tu te dis, le problème, c'est que le théâtre public pourrait peut-être faire des trucs engagés et tout, mais là aussi, ça bloque un peu, ça coince un peu. Nous, sur notre pièce, avec L'homme qui tue Muammar Kadhafi, je ne vous cache pas qu'il y a certaines villes qui ne peuvent pas nous programmer pour des raisons politiques. C'est comme ça. Peut-être parce que le spectacle est chiant aussi, hein, je dis pas, mais bon, on a eu quelques retours un peu dans cet ordre-là. Pierre-Emmanuel Barré, qui est formidable, bien sûr. Annie Dupéret, bien sûr. Vous avez Natacha Atlas aussi, qui s'engage à fond contre cette folie Covid de privation de liberté. Mais globalement, faut pas faire chier, hein. Les artistes sont pas là pour. Puis alors, vous avez Lucchini, c'était génial. Lucchini au début, il disait mais arrêtez de faire chier le monde. Il nous emmerde, Macron, c'est pas possible, enfin. Mais c'est dingue ça. Mais pour qui il se prend? Mais merde, quoi, chier, putain. Puis 2 jours après, il fait
Je me suis un peu emporté, c'est vrai. Mais bon, vous comprenez, j'étais mal réveillé. Je venais de prendre mon exemplaire de La Fontaine. Et puis bon, là, paf, je renverse mon café. Alors forcément, j'étais un peu chafouin. Mais bien sûr, mes mots ne sont pas allés. Et puis après, tu le retrouves. Il fait Oh, qu'est-ce que vous dites bien La Fontaine, monsieur le président? Oui, encore, encore, encore. Et là, suce-boule, suce-boule. Attendez, il est où mon suce-boule? Mais vous êtes formidable. Merci, monsieur le président. C'est Lucchini, quoi. Formidable. Lucchini, il a passé sa vie à dire je suis de gauche, mais je suis de droite. Parce que être de gauche, c'est trop fatigant. Mais non, mais t'es de droite, c'est tout, t'es pas de gauche. Oui, bah, alors dis-le, arrête tu vois, la posture enfin, c'est un. C'était ça. Poil cubi, tu es colère, Cyril Duc. Enfin bon, bref. Bah, le boule, c'est le cul, c'est lèche-cul en fait, ce boule. Voilà. J'adore ce que vous faites. Moi aussi, je trouve ça pas mal. Mais voyez le problème. Voyez, on se parle directement. Le problème, c'est l'audience. On doit exploser l'audience avec cette chaîne. C'est pour ça que je vous demande de vraiment faire le bouche à oreille, la promo, le partage du lien, les likes, les points de chaîne. Il faut que ce stream devienne un énorme stream parce que c'est un des rares espaces de liberté finalement. Enfin, il y en a beaucoup, hein, radio, etc. On peut parler. Je vous ai dit, on est quand même dans une certaine démocratie, mais l'audience, c'est important. L'audience, c'est important. Donc, je compte sur vous vraiment pour faire décoller nos audiences sur YouTube, ici sur Twitch, partout, parce que sans vous, ce stream n'existe pas. Voilà. Je sais, merci. J'ai vu tout ce que vous faites et je vous en remercie vraiment. Voilà, c'est le partage, il n'y a que ça de vrai, le fait de dire que ce truc-là existe, allez voir si vous ne connaissez pas, parce que les gens vont voir et vont se dire « Ah ouais, putain !» Et tu gagnes. Et surtout, voilà, un des trucs marketing plus vendeurs, c'est en 1 heure et demie tous les matins, tu as fait le tour de l'actu, tu sais à peu près toute la merde qu'il y a sur Twitter. Ça t'évite de passer ta journée sur Twitter. Voilà. J'ai pas d'amis, je peux partager avec moi-même. Quelle tristesse, Thomas. Tu veux partager? Oh, on dirait un enfant de la mine. Donc voilà. Les abonnements, les partages, c'est super important. Merci à vous. Hop. Ah oui, non, pardon. Du coup, j'ai oublié de parler du sondage. En même temps, on s'en fout. C'est un sondage qui est dans les Échos. C'est à Bernard Arnault pour dire que Macron, c'est le meilleur. Voilà. Puis après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez voter Zemmour et Le Pen, hein, ou Pécresse. Voilà, c'est pareil. Hein. Le Pen, Pécresse, même état. Zemmour à 14, très bien. Mélenchon, il a perdu un point, il est à 9, alors qu'il est à 10. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, vous savez pour qui voter les Français. Hein. Emmanuel Macron. Oh, les Français. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous êtes le peuple qui aime bien se taper sur les doigts avec un marteau. C'est ça. Ouais, vous êtes incroyable. Je vous aime. Je vous aime, les Français. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et alors, pour bien ancrer le message dans la tête des gens qui ne sauraient pas si jamais ils votaient Emmanuel Macron ou pas, tu as un deuxième sondage, deuxième tour, bah c'est quand même Macron qui gagne, hein, même face à Le Pen ou Pécresse. Hein. Il est très très loin devant, hein, 56-54%. C'est tellement bidon. Mais au-delà de la bulle de filtre, je pense que Macron est encore plus haï que Nicolas Sarkozy en 2012, qui était aimé par beaucoup de Français, je peux vous dire. Macron, c'est un truc, c'est totalement bidon. C'est Bernard Arnault qui a cette petite créature, tu vois, comme Bolloré à Zemmour, et donc ils essaient de les faire vivre comme ça. Alors, démerde-toi, faut que je gagne encore plus de thunes. Et surtout pas de mouvement social, hein. Démerde-toi. Toi, t'es un peu mauvais avec les mouvements sociaux. Je t'ai vu, là. Ah, les gilets jaunes, hein. Bon, tu les as bien matés, hein. Ah, ça a bien cogné, ça. Mais bon, doucement quand même. Ça va trop se voir. Après, peut-être qu'ils viennent avec des camions et des tracteurs. Et là, si on vient avec des camions, les gars, attention. Ça va passer à faire moins le malin. Trudeau, il est toujours caché derrière le rideau, comme ça, genre. Vous êtes sûr, Mackenzie, que je peux pas sortir, là? C'est toi qui s'en va avec l'actionnaire, là? Vous êtes sûr que j'ai vous le remet, là? Incroyable. Oui, enfin, on a le choix. C'est entre Bernard Arnault et McKinsey. Voilà. Et puis vous avez à peu près... le théâtre de Guignol que sont devenues les élections, c'est quand même assez catastrophique. Moi, ça me déprime un peu. C'est pour ça que j'en rigole. Mais globalement, quand même, c'est chaud, quoi.
Oui, je sais que je fais fuir. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, les klaxons à la fin, vous allez aimer. Hein. Vous allez vous dire, mais pourquoi pas? Et puis en pleine crise russe, le gaz américain conforte sa montée en puissance. Mais comme c'est étonnant! Mais c'est incroyable! Les États-Unis et l'Union européenne réunissaient lundi un conseil de l'énergie à Washington. Mais c'est génial! Alors, Ursula von der Leyen, il faut savoir qu'elle a bossé très longtemps aux États-Unis, qu'elle est totalement pro-américaine, enfin elle est atlantiste à mort, je pense qu'elle est totalement achetée. Et donc là, ils se sont fait un petit conseil de l'énergie tranquille, en disant, bon, comme la guerre en Ukraine, c'est juste pour faire chier les Russes avec leur gaz, vous allez nous acheter plein de gaz liquéfié. Et tu te dis, mais c'est quand même... Ah oui, parce que nous, on va devenir le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié cette année. Et alors, gaz naturel liquéfié, ce n'est pas l'autre petit nom de Joe Biden, attention, hein, je vous vois venir avec vos blagues graveleuses. Pas du tout. Non, non, non. C'est un vrai gaz liquéfié qui permet quand même de faire des flux pour faire des contrats. Et alors, ce qu'ils veulent, c'est négocier des prix de contrats à long terme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher quand même. Hein. Alors, Joe Biden s'est engagé à faire tout ce qu'il peut pour améliorer l'approvisionnement en gaz de l'Europe. C'est ce que nous faisons déjà, a rappelé lundi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en ouvrant ce conseil sur l'énergie. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que vous voulez la guerre en Ukraine, hein, pour que le gaz russe devienne impossible à se procurer et pour vendre votre putain de gaz liquéfié super cher aux Européens. Ce qui ferait d'ailleurs une récession en Europe. Mais c'est pas grave, ils sont là pour nous aider. Alors, il t'explique ensuite. Il était avec le haut représentant européen aux affaires étrangères, Joseph Borrell. Le commissaire en charge de l'énergie était là aussi, Kadri Simpson, a de son côté rappelé que les États-Unis étaient le premier fournisseur de GNL à l'Europe et que la crise avec Moscou montrait la nécessité de diversifier les approvisionnements. On a un gaz pas cher à côté, hein, et on trouve le moyen de se fâcher avec le mec qui nous vend le gaz. Enfin, personne en vrai, hein. Il n'y a que les Américains qui veulent qu'on se fâche. Parce que derrière, ça permet de faire de l'Europe un nain politique, un nain économique, et de le rendre dépendant, non plus du gaz russe, mais du gaz liquéfié américain. C'est que ça, les gars. Quand vous aurez cette grille de lecture sur la guerre des brousoufs, puisque la guerre, c'est jamais pour la liberté, oui, la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, tout ça, à un moment aussi, tu sais très bien que si tu rentres en guerre, que tu es les États-Unis, c'est certes parce que les nazis sont méchants, mais aussi parce que il y a peut-être un truc à faire en Europe, tiens. Gros marché, tout ça. Donc voilà. Donc les États n'ont pas d'amis, hein, ils n'ont que des partenaires et des partenaires extrêmement changeants. Alors, la capacité d'exportation américaine. Les États-Unis ont été la principale source de croissance de l'offre GNL dès 2021. 25 millions de tonnes métriques. Avec l'augmentation continue de la capacité de liquéfaction, à l'augmentation de la production des usines fermées l'année précédente. Le mouvement peut se poursuivre, bien sûr. Cheniere Energy a annoncé la mise en service de sa 6e et dernière unité de liquéfaction de Sabine Pass en Louisiane, au bord du golfe du Mexique. Avec 9 trains au total sur les projets de Sabine Pass et Corpus Christi, la plateforme de liquéfaction de Cheniere est la 2e plus grande au monde. Mais c'est pas beau ça? Tout ça pour nous, tout ça pour qu'on puisse enfin payer du gaz très cher. Alors, les prix du gaz liquéfié sont structurellement plus élevés, hein, avec une indexation du pétrole en hausse, bien sûr. Mais il y a un élan considérable. Hein. Alors l'Europe pourrait compenser une coupure, bien sûr, du gaz russe avec des livraisons de gaz, mais au prix fort. Et oui, le problème, ce serait un choc surmontable, mais rude. Hein. Parce que le vrai problème, c'est que dans le scénario de pénurie physique de gaz, puisqu'on a très peu de réserves de gaz en Europe, on en a fait, mais pas assez, donc la pénurie serait équivalente de 9 à 12% du gaz consommé en Europe, majoritairement les Allemands qui sont très gazodépendants. Une partie de ce déficit soudain pourrait encore être compensée, pour ce qui concerne l'électricité produite par les centrales à gaz, en recourant à du charbon ou du nucléaire. En revanche, les usines qui tournent au gaz seraient obligées de réduire leur activité. De surcroît, acheter en urgence du gaz liquéfié se traduira par une nouvelle flambée des prix qui ont déjà quadruplé en un an. C'est bien foutu, hein. Avec les deux phénomènes cumulés, vous mettez l'Europe en récession. Ah bah ouais, hein. Et le cabinet Wood Mackenzie, non pas McKinsey, c'est encore un autre cabinet, estime qu'il y aurait une destruction de la demande massive dans l'industrie. Le vieux continent dispose de quelques stocks, même si ces derniers sont à la moitié seulement du niveau habituel en cette saison.
Donc pour éviter toute pénurie, il pourrait puiser dans les stocks à charge de les reconstituer au prix fort avant l'hiver prochain. C'est une situation catastrophique sur le plan financier, mais qui demeure peu probable. Même au moment les plus tendus de la guerre froide, l'URSS n'avait jamais fermé le robinet du gaz. Tout l'enjeu, c'est Nord Stream, qui est le gazoduc qui permet aux Russes d'éviter l'Ukraine pour filer le gaz aux Allemands, et donc qui pourrait éventuellement, il pourrait se passer des trucs en Ukraine à ce moment-là, puisqu'il y aurait 2 robinets de gaz. Alors que si c'est la guerre en Ukraine et que Nord Stream est fermé, qui fait partie des sanctions américaines d'ailleurs, ben là forcément l'Europe fait « Au secours, aidez-nous, offrez-nous du gaz liquéfié à des prix défiant toute concurrence qui vont nous mettre en récession ». Et là, l'oncle Sam arrive, avec du bon gaz liquéfié dans sa poche. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Voilà. Et vous avez en plus, derrière cet intérêt américain, l'intérêt qatari aussi. Les Américains poussent leurs alliés du Middle East, et c'est le Qatar qui est le grand gagnant sur l'idée de faire monter le gaz qatari dans l'approvisionnement européen, qui aujourd'hui prend pas mal de gaz en Norvège, en Algérie également. Voilà. Alors ça peut paraître chiant la géopolitique, mais c'est passionnant et ça permet d'avoir une lecture tout autre que celle vendue par les spin doctors de Washington ou d'ailleurs. Toute cette affaire, c'est malheureusement uniquement une idée de refiler du gaz liquéfié très cher aux Européens. Et puis pour finir, le ras-le-bol des expats en Chine. Voilà, c'est ça ce qu'ils vivent au quotidien. Quand tu arrives à l'aéroport, tu as droit à ça. Et donc, ils n'en peuvent plus, les ricains. Et donc, les ricains, les expats en général, et se disent qu'ils ont envie de quitter le pays. Parce que, oui, c'est pas sympa d'être les petits hommes en blanc, là, c'est quand même pas sympa. Voilà, c'était la revue de presse du monde moderne. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre, à vous abonner, à la partager. Je vous en remercie infiniment. Je ne pourrais jamais vous remercier autant que Nicolas Sarkozy a remercié la France. J'espère qu'on va pouvoir taper des scores d'audience encore plus haut dans les semaines qui viennent. C'est important, ce serait bien d'être à 2000, plus de 2000 en live pour les 1 an de cette revue de presse du monde moderne. En tout cas, je vous aime. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Prenez soin de ceux que vous aimez également. Attention, les EHPAD, les petits chefs, les maltraitants, tout ça. Arrêtez d'accepter l'ordre de la maltraitance. Je sais que c'est facile à dire, que c'est difficile à faire. Mais si on s'y met tous ensemble, on va peut-être y arriver. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Demain, on aura une invitée, si tout se passe bien, si la technologie le veut bien. C'est Christine Coton, que vous connaissez peut-être, qui a fait un rapport, qui est une statisticienne indépendante dorénavant, mais qui avait un grand institut de statistiques, qui a fait un rapport sur les tests, en fait, les études de Pfizer, expliquant qu'elles ne sont peut-être pas fiables ou qu'elles sont sujettes à caution. Donc on en parlera demain. Le rapport sur les essais, vous l'avez peut-être déjà vu, Christine Coton, puisqu'elle a déjà fait un petit tour des médias indépendants. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye les Dijonais, bye bye tout le monde. À demain, si vous le voulez bien. J'adore cette société du spectacle. Et puis à bientôt sur scène pour ceux qui ont un pass Macron. Et sinon, après, quand tout ça sera fini, évidemment, j'espère qu'on pourra se voir en vrai un peu partout. Ciao, bonne journée et prenez pas tout ça trop au sérieux.